Si j'osais, mes chers collègues, je dirais que depuis 2022, nous vivons une époque formidable. Une époque où, par la magie du 49.3, le Parlement peut au mieux proposer, sans pour autant peser en quoi que ce soit sur les équilibres budgétaires présentés par l'exécutif. Au moins, pouvait-on espérer qu'en maîtrisant de bout en bout l'exercice budgétaire, le gouvernement tiendrait les finances du pays comme il s'y était engagé auprès des Français et de ses partenaires européens. Aujourd'hui, les faits sont là. En 2023, déficit attendu 4,9%, déficit réel 5,5%. En 2024, croissance estimée 1,4%, revue à 1% et sans doute en réalité plus proche de 0,7%. La trajectoire fixée par la loi de programmation, qu'il fallait voter, je le rappelle, sans délai en décembre, est déjà totalement caduque 3 mois plus tard. Pour ramener le déficit à 4,4% en 2024, l'impasse budgétaire n'est pas de 10 milliards d'euros, mais de 30, ce qui est évidemment inatteignable. 3 textes financiers, 3 textes présentés avec une belle assurance, des conséquences pourtant majeures. Retour à la procédure de déficit excessif que nous avions quittée grâce au travail de vos prédécesseurs, Monsieur le ministre. Risque amplifié de dégradation de la note de la France, je vous rassure, on ne le souhaite ni les uns ni les autres. Révision obligatoire de la loi de programmation pour retrouver un peu de crédibilité internationale. Une époque formidable, disais-je. Monsieur le ministre, les coups de rabot n'ont aucun sens. Êtes-vous prêt à rouvrir avec le Parlement le budget dans son ensemble, tant en dépenses qu'en recettes? Monsieur le ministre, il suffit d'y croire. À ce niveau, malgré tout, de correction budgétaire, on dépasse, je le dis, les questions simplement financières. C'est avant tout d'un débat sur les priorités que doit se fixer notre société, dont nous avons besoin de manière générale. Notre groupe vous a d'ailleurs demandé un débat 50-1 sur ce sujet. Nous attendons toujours votre réponse, Monsieur le Président. Très peu de temps après votre nomination, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vouloir restreindre sensiblement la politique de transition écologique planifiée par Madame Borne et le secrétariat général à la planification écologique, dont le travail sérieux a été reconnu. Cette politique constitue le cadre fondamental de l'action à mener pour toutes les filières françaises. Elle concerne tous les Français dans leur vie quotidienne. Elle est en définitive la carte et la boussole dont la France se dote pour atteindre les objectifs climatiques et environnementaux pris dans le cadre européen et mondial. Pour le financement de cette transition écologique, l'évaluation Pisani-Mafuz des besoins financiers d'investissement, non contestée elle non plus, est de 66 milliards d'euros à horizon 2030. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Comment faites-vous face à ces obligations et à leur financement dans un contexte de dégradation accrue des finances publiques, de dynamique économique atone et de difficultés sociales particulièrement préoccupantes? Oui, une somme d'approximation ou de contre-vérité ne fait pas une vérité. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez sanctuariser ces sommes qui sont nécessaires à échéance indiquée, 2030. Vous savez que si ces investissements ne sont pas faits maintenant, il coûtera beaucoup plus cher à la nation de les faire plus tard, avec une efficacité bien moindre, et les Français paieront d'ici là directement et dans la souffrance, comme c'est déjà trop souvent le cas aujourd'hui. En 2017, vous chantiez les louanges d'un monde nouveau. 7 ans après, vous tournez le dos à l'ambition d'une France résiliente et solidaire pour le monde de demain. Et pire encore, vous poursuivez méthodiquement le saccage de l'État-providence, alors que rien d'efficace ne sera fait sans justice sociale. Au-delà des insipides éléments de langage dont nous sommes abreuvés ad nauseam, c'est d'un grand récit mobilisateur et progressiste d'une vision pour la France dans la transition vers le monde de demain que les Français ont besoin. Et le président de la République française est attendu là-dessus aussi. Monsieur le ministre, j'étais lundi dernier aux côtés des ouvriers de Metex à Amiens et depuis, je me pose une question. Quelle est votre vision de la souveraineté industrielle de notre pays? Monsieur le ministre, bon, écoutez, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Je vais vous faire un propos du tout instructif. Dans la Somme, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons produit de la lysine. Cette lysine, produite dans l'usine Metex à Amiens, fait notre fierté. D'abord parce que Metex est la seule usine en Europe à produire cet acide aminé qui sert à la nutrition animale et à la composition
de certains médicaments comme l'aspégique et l'ibuprofène. Ensuite, parce qu'elle est faite à partir de la richesse de nos sols. Toujours pas de pétrole, mais avec des betteraves sucrières. Metex est le modèle typique d'industrie verte que nous devons soutenir pour l'avenir. Pourtant, cette entreprise est placée en redressement judiciaire depuis le 20 mars dernier, vous le savez, et elle fait face à la flambée du prix du sucre, à la flambée du prix de l'énergie et au dumping de la Chine qui a inondé l'Europe de son stock d'acides aminés moitié moins cher et 5 fois plus polluant. Il est clair, monsieur le ministre, que dans une ville comme Amiens, la ville du président, qui porte encore les stigmates de fermetures comme Whirlpool et Goodyear, tout ceci n'est pas anodin. Alors même que vous prenez la réindustrialisation du pays, que la Covid et la récente pénurie de médicaments nous a tous rappelé collectivement de produire nos médicaments en France, les décisions qui permettraient la sauvegarde de l'usine sont toujours attendues par les 300 ouvriers de Metex qui sont plongés dans l'incertitude. Et votre réponse aujourd'hui n'est pas du tout éclairante. Monsieur le ministre, pour les ouvriers de Metex, ce n'est plus le temps des promesses, mais c'est le temps des actes forts et de l'union sacrée. Metex est très clairement un outil résilient et de souveraineté que l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner.